Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison du First Talk 2018-2019. Nouveau plateau, on est un peu plus resserré avec Erwan, comment tu vas? Je suis plus proche de toi, je me sens beaucoup mieux. Et on est un peu plus proche par rapport au preview, on va vous expliquer un peu cette nouvelle formule, on a plein de choses à vous dire. La première chose c'est qu'on embrasse Elise qui avec son nouvel emploi du temps ne pourra pas être avec nous parler de NCA. On t'embrasse Elise évidemment. Maintenant ça va se dérouler de la manière suivante. 5 grandes questions le lundi. Alors par exemple, aujourd'hui, Erwan, on va parler de la bagarre. Hein. Bon, évidemment, la bagarre. On va parler de la défense des Lakers. On va parler de Nikola Jokic et son triple-double incroyable, des Toronto Raptors qui nous régalent avec Kawhi Leonard et de Boban Marjanovic. Voilà, 5 questions. Un temps de 5 minutes par sujet, et puis on va débattre tous les deux, on va dire ce qu'on pense pendant 25 minutes à peu près. Là, on est sur YouTube et en même temps sur le stream.fr. Au bout de ces 25 minutes, on sera en direct, on répondra à vos questions et on aura concocté à chaque fois, je sais pas, des top 5, des petits sujets un peu intéressants. Aujourd'hui, c'est encore une fois la bagarre. Ou des grands débats de fond, ouais, mais aujourd'hui, place à l'actu et avec ce qui s'est passé entre les Rockets et les Lakers, forcément, on vous a concocté un petit top 5 où ça met des grandes droites dans la gueule. Donc voilà, là si vous nous voyez sur YouTube, cette vidéo va durer 25-30 minutes. Et puis si vous voulez nous voir en direct, c'est le lundi à midi pour le basket. Et puis bientôt, le mardi soir, on se retrouvera pour faire une antenne libre. Vous pourrez appeler pour débattre. On voit que vous êtes déjà très chaud en commentaire. Donc on va commencer tout de suite, mon cher Erwan, avant les 5 questions. On va parler de Trae Young. Parce que Trae Young, il a fait une performance assez incroyable hier soir. Là, tu m'as inondé de WhatsApp. Tu m'as bien gonflé. Mais oui, hier, Trae Young, il nous a régalé. Celui en qui je ne crois pas du tout, il nous a régalé d'un côté du terrain. 35 points. Oui, le côté le plus important du basket. Avec des gros pourcentages, il rejoint ni plus ni moins que notre ami Stephen Curry comme rookie à faire plus de 35 et 11. Victoire hier soir 133-111 sur le parquet des Cavs. C'était le premier match à la Q. On pourra parler des Cavs un peu plus longuement dans une autre émission. Ils ont été décevants, mais Trae Young, tu viens de le dire, donc c'est le premier rookie depuis 2010. Stephen Curry a fait un match à plus de 35 points et plus de 10 passes. Depuis le début des années 2000, il n'y a que 2 joueurs chez Erwan qui l'ont fait. Le troisième du coup maintenant, c'est LeBron James. Donc Stephen Curry, LeBron et Trae Young sont dans une même case. Toi qui le vois comme un énorme bust, est-ce que après son 3e match seulement de NBA, tu ravises un tout petit peu ou tu penses qu'à la fin, il va se cracher? Forcé de... Oh, il va le dire. Non mais forcé de croire de dire que hier il a été très bon, très inspiré, très adroit. Maintenant, moi, j'ai aussi vu que de l'autre côté du terrain, défensivement, qu'il est cata, qu'il n'essaye même pas de faire les efforts. Quand je vois l'évolution de Steph Curry, notamment quand je veux défendre face au Jazz, je me dis qu'il y a une évolution. Mais au bout de 5, 6, 7 ans, il a réussi à faire. J'ai eu beaucoup de mal à croire que Trae Young puisse le faire. Hier, il était dans un grand soir. Il en aura. Il aura aussi des soirs de creux terribles. J'en suis persuadé parce qu'il a un jeu à risque. Je le dis depuis le début. Et pour moi, il n'est pas assez fort pour avoir ce jeu à risque. Hier, ça a marché dans un match où ils se sont fait dominer d'abord les Hawks et après, c'était une parodie côté Cleveland. Il fait ses stats, bravo à lui, on y reviendra dans la saison, c'est sûr. Colin Sexton, on voit dans les commentaires qu'il lui avait cassé la gueule en NCAA l'année dernière. George Hill qui est un vrai défenseur sur le poste. Moi j'ai pas l'impression que ce soit un match extraordinaire, il a fait un bon match, il a mis dedans, pas tant que ça, 6 sur 14 au tir à 3 points. Bref, on pourra parler de Trae Young tout au long de la saison, il aura forcément des matchs à très petit pourcentage, mais aujourd'hui en tout cas, il nous a plutôt impressionné sur son match hier. C'était le premier match des Sundays. C'est pas grave Erwan, on en parlera plus tard, je sais que tu as plein de trucs à dire sur ce gars-là, mais faut qu'on avance. Donc maintenant, chers amis, 5 thèmes qui vont s'enchaîner tranquillement comme ça, 5 minutes par thème. Et donc, le premier de tous les thèmes, cher Erwan, c'est cette fameuse bagarre entre Houston et les Los Angeles Lakers. C'était le premier match de LeBron sur son parquet du Staples Center, son nouveau parquet du Staples Center. Et on assistait, mon pote, à de la vraie bagarre. Vraie bagarre avec des points qui sont partis. Ça a dépassé plus que les mots, ça a pas que poussé, ça a mis des vraies droites dans la gueule. On a pu voir des arrêts sur image où on voit à la fois Rondo toucher sur sa première gauche et après Chris Paul bien répondre aussi avec une belle droite. Le problème c'est que quand je parle comme ça, on dirait qu'on parle d'un match de boxe. Et pourtant, le Mayweather était dans la tribune. Hein. Ouais, qui était très chaud d'ailleurs. Il était très chaud, il était content. Au final, on va pas se mentir, on va pas jouer les démagos. On aime des fois quand ça castagne un peu. Là, j'ai trouvé, mais mine de rien, c'est quand même un petit peu. T'as trouvé quoi? De quoi? T'as trouvé quoi? T'as pas fini ta phrase. T'as trouvé quoi? Je trouve ça quand même un peu dommage parce que surtout que ça part d'une embrouille qui date de très longue date. 10 ans. Et je crois que c'est même pas le sportif qui a fait en sorte que ce match-là entre Chris Paul et Rondo dégénère parce qu'il y avait déjà eu une histoire quand il était à l'époque chez les Hornets. En gros, l'histoire, c'était que donc, quand ils étaient tous les deux en train de devenir les meilleurs meneurs de la ligue, à Boston pour Rajon Rondo et à la Nouvelle-Orléans, tu viens de le dire, chez les Hornets pour Chris Paul, eh bien, il y a eu des mots, en gros, ils se détestent, j'ai envie de dire, et une fois, Rondo avait dit
dit tu vois ma bague, toi tu l'auras jamais. Ensuite, il y a eu apparemment quelques mots déplacés parmi le clan de Rondo vis-à-vis de la femme de Chris Paul. Bref, tu vois ce genre d'histoire qui se termine, mine de rien, en bagarre. Il y a eu vraiment 2 points au moins qui ont touché des deux côtés, alors que c'est Brandon Ingram qui, à la base, a fait démarrer cette petite bagarre avec une faute offensive de notre ami James Harden. Il était très énervé, Brandon Ingram. Il pousse James Harden et derrière, il arrive pour mettre une droite à Chris Paul. Alors lui, il a complètement pété les plombs. Ouais, Il a pété les plombs. Alors, il était frustré sur le match parce qu'il a souffert beaucoup pour défendre sur James Harden. Il a pris beaucoup de paniers. Comme souvent, on donne beaucoup des fautes à l'expérience sur James Harden. Et ça l'a frustré, Brandon Ingram. Mais je l'ai trouvé très tendu quand même tout le match. Et du coup, même sur cette action anodine, il y a un one après, ou avec une faute provoquée encore de James Harden. Non, c'est faute offensive. C'est faute offensive, ça. Il n'y a pas le one. Faute offensive. Et après, James Harden est en train de se plaindre. Et derrière Brandon Ingram, je sais pas, il le pousse et ça part un peu en freestyle. J'ai pas, donc, c'est encore, il y a faute offensive. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Moi, sur le match, j'avais l'impression que je l'ai regardé tard après en rediff, mais j'ai pas compris cette frustration. Et surtout, on va revenir un petit peu sur le basket. Les Lakers, on reviendra sur leur défense, mais ils sont dans le match à ce moment-là. Ils sont dans le match après. Hein. Ouais, et derrière, pour moi, il fait basculer le match Brandon Ingram et pas du bon côté. Bon, admettons. En tout cas, j'ai une autre question à te poser par rapport à tout ça. Est-ce que, après les nombreux ralentis, est-ce qu'on est sûr que Rajon Rondo a craché sur Chris Paul? Parce que Chris Paul réagit a priori à un crachat. On a dû mettre beaucoup de zoom sur la bouche de Rajon Rondo. Et moi, là je vais parler pour moi, je vois un mouvement de lèvres de Rondo. Et surtout, on en parlait avant l'émission, je vois la réaction de Chris Paul qui a un réflexe de mec sur qui on a craché, quoi. Alors, on en parlait avant l'émission, tu as joué avec moi au basket, tu sais que je n'ai pas toujours fait que des belles choses sur un terrain. Et quand tu craches sur un mec sur un terrain, en général, tu lui mets pas, tu fais pas ça, c'est plus des petits. Et c'est exactement ce qu'a fait Rondo. Mais ça reste un craché sur un coéquipier, sur un adversaire en plein match. C'est abusé. Melo a dit que même dans la street, genre qu'on se tape, et ben ça, c'est un manque de respect. Et on est tous d'accord là-dessus. Alors, crachat, pas crachat, on a tous l'impression que oui, il y a eu crachat. Et du coup, on comprend quelque part l'enchaînement des événements. Il est chaud parce que on voit la déclate de Melo. Tout ça, c'est n'importe quoi. On sait tout ce qui s'est passé. Ça n'aurait pas dû arriver. Il lui a craché dessus et c'est inacceptable. Melo, il était vraiment aux premières loges. On ne fait pas ça sur un terrain. Il a attrapé une gramme. C'est un gros manque de respect. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est que Rondo crache déjà sur Chris Paul. Chris Paul, il déclenche pas Chris Paul derrière. Il lui met le doigt dans l'œil et tout. Oui, mais tu sais que là, ça bref. va. Et l'autre, il met une droite. Ça veut dire que Rondo, en fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il attendait que ça. Oui. Il en a pas fallu beaucoup. Crachat plus gauche derrière. Et puis voilà, après, on a vu quand même 2 mecs qui savent se battre. Hein. Oui, on a vu des droites qui sont parties. Rizzo, nos commentaires ont complètement craché sur le plateau, c'est pas grave. Si tu peux venir nous aider, ça m'arrange. Merci. Sur les sanctions, du coup, on a pris donc, Brandon Ingram a pris 4 matchs de suspension, Rajon Rondo a pris 3 matchs et Chris Paul a pris 2 matchs. A priori, Chris Paul a pris moins de matchs que les autres, car la NBA pense que lui, il n'a fait que répondre et qu'il y a eu, on ne sait pas s'il y a vraiment eu crachat, tu vois ce que je veux dire? Et que Ingram prend 4 matchs parce que c'est lui l'instigateur de tout ça. Un peu l'image de Ben Wallace avec la bagarre à Détroit. Au Palace, c'est lui qui avait déclenché. Maintenant, je trouve ça très, très light, moi, comme sanction. 2 matchs, 3 matchs et 4 matchs pour une vraie bagarre, une vraie rixe avec des coups portés sérieusement. Sur un match que tout le monde a vu. On sent que l'époque David Stern est clairement révolue. Je pense qu'à l'époque, David Stern, l'ancien commissionneur de la Ligue, aurait été bien plus sévère. Toi, tu trouvais que ces sanctions-là, elles étaient plutôt. Moi, je les explique. 2 choses. La première, c'est que Chris Paul est le patron du syndicat des joueurs. Je ne dis pas que ça joue, mais en tout cas, il l'est. Donc peut-être qu'il a une voix qui porte plus et il n'est pas coutumé du fait, même si on l'a déjà vu avoir des petits coups de vis, faire du flopping et tout, des bagarres. Je regarde la barre parce qu'on arrive à la fin. Et surtout parce que, en fait, ces suspensions, on enlève leur salaire quand ils ne jouent pas les matchs, les joueurs NBA. Et donc Chris Paul va être imputé de 480 000 $. Rondo, 180 000 $ et Brandon Ingram pour ces 4 matchs, 150 000 $. Donc en fait, il n'y a pas eu de sanctions financières, mais les joueurs sont quand même sanctionnés financièrement. J'entends le petit buzzer. Donc je comprends quelque part ces sanctions. Tu vois, ils n'ont pas besoin de rajouter 20 000 à ça, quoi, la NBA. J'entends ce que tu dis, mais par rapport au public, le message donné pour 2, 3 et 4 matchs, pour moi, il est pas bon. Il faut sanctionner beaucoup plus avec des matchs de suspension. On se souvient que Ron Artest avait été sanctionné de quasiment un an suspendu. Ils étaient battus dans le public, ça n'avait rien à voir. D'ailleurs, à la fin de l'émission, toujours le même Ron Artest, quand il met un coup de coude à James Harden, il prend 9 matchs. Ouais. 9 matchs. Là, il a tué en même temps. Là, il n'y a pas eu de. Enfin, Le truc.
Bref, en tout cas, bon, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ce que je dis, c'est que la bagarre au Palace, ils se sont battus, il y a eu des droits, il aurait pu avoir des morts, il y a des jetés de chaises, c'était incroyable. Et le coup de coude de Ron Artest, franchement, il aurait pu le rendre tétraplégique. Peut-être pas Donc, après, bah, mais lui ouais, faire tu très- prends un gars il comme lui a- ça, moi, il lui a fait très mal en tout j'ai cas. eu un accident de scooter, je pense que ça fait exactement le même effet. Voilà, on a fait le tour de ces 5 premières minutes. Vous avez vu la petite bande, c'est une nouveauté made in Polo en régie avec Rizzo qui nous ont concocté ça. Le petit buzzer. En général, on a encore 30 secondes si on a envie de débattre, mais on va enchaîner tranquillement sur le deuxième sujet, mon cher Erwan. On est d'accord pour dire que c'est un peu léger quand même. Moi, je suis très léger, trop en termes de léger. sanctions. Allons sur le deuxième topic, le deuxième thème, cher ami, de notre petite émission. Vas-y, Polo, mets-moi le petit truc sur le plan numéro 8, s'il te plaît. Magnifique. Donc, on va parler des Lakers. Les Lakers qui ont perdu leurs 2 premiers matchs avec LeBron James dans l'équipe, avec Luke Walton au coaching. Ils ont encaissé 128 points contre Portland à l'extérieur sur le premier match et 124 points contre Houston lors de ce fameux match. Donc, Erwan, on en a parlé lors de la preview, de la défense, de mes craintes. Qu'est-ce que tu as pensé déjà vite fait de ces 2 premiers matchs des Lakers qui étaient dans le match chaque fois. Moi, ce que je trouve, c'est que LeBron James finalement laisse ses coéquipiers beaucoup plus s'éclater, en tout cas prendre des initiatives que ce qu'il a faisait avec Miami quand il arrive, et même quand il arrive. Bon, Miami la première année c'est compliqué avec Donovan, on ne sait pas qui est le numéro 1. Ah oui. D'ailleurs, ils perdent en finale. Mais en tout cas, à Cleveland, quand cette manière qu'il avait, cette omnipotence qu'il avait sur le jeu, on la retrouve pas aux Lakers. On sent que là, il laisse des mecs prendre des tirs, tenter des choses, peut-être même un petit peu trop. Et là, je crois que tu es plutôt d'accord avec moi. Bah, le truc, c'est qu'il y a. Alors, d'abord, pour parler de la défense, LeBron, pas LeBron. LeBron, on sait que lors des saisons régulières, c'est pas le mec qui va se donner à 100%. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'après moi, il a jamais eu de trophée de défenseur de l'année. On le voit lors des grands moments des finales, des grands moments de playoff, où là, il est très important en défense. Par contre, lors des sessions, il se laisse un peu aller, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, ça se retrouve lors du premier match. Le cri de guerre, c'est quoi? 1, 2, 3, défense de l'équipe. Première interview de Luke Walton à la fin du premier quart-temps. Il dit on veut mettre l'accent sur la défense. Ils enquêtent 31 points. Ok, moi, il y a un truc que je comprends pas. Ils sont peut-être agressifs, mais ils se font énormément battre sur les premiers intervalles, sur les premières intentions offensives. Ils se font absolument défoncer. Regardez-moi ça. Ils sont à 126 points encaissés sur les 2 premiers matchs et 113 de rating, sont 20e. L'année dernière, ils n'encaissaient que 107 points sur le rating. Donc, énorme différence. Ils se font battre sur les premières intentions. Il n'y a pas de dissuasion, sauf quand Javal Magui est sur le terrain. Mais bon, Javal Magui, c'est pas Karim non plus, faut pas déconner. Et donc, tu te retrouves quand même avec une équipe qui ne fait qu'encaisser des paniers pendant tout le long du match et qui en attaque et brouillonne et donc perd sur les fins de match parce qu'ils ont du mal à marquer des paniers. Et pourtant, j'ai trouvé par séquence trop courte, je te l'accorde, par séquence trop courte, qu'ils étaient capables par moment sur 2-3 minutes de défendre. C'est largement pas assez parce qu'il faut 48 minutes. Du coup, j'ai envie de te poser une question. Il y a un mec qui est français, qui est libre de tout contrat. Est-ce que se pencher sur le cas Joachim Noah, ça peut être une bonne chose pour ces Lakers-là qui finalement n'ont pas ce profil-là de défenseur et d'energizer qui est capable de mettre la tête là où personne met la main? Alors sur le principe, je dis carrément oui. S'il est en état physique, s'il est à 100%, Joachim Noah, je pense qu'il faut vraiment le signer et au moins le tester. On se souvient d'Andrew Bogut l'année dernière aux Lakers. Alors certes, ils l'ont coupé assez tôt, mais il faut un profil comme ça de vétéran. On sait que LeBron, c'est le joueur le plus âgé de l'effectif. Il a 33 ans. Tu mets un autre joueur de ce profil-là, qui a de l'expérience, qui a gagné quelques matchs avant, et surtout, comme tu le disais, avec un profil où il n'y a personne dans l'effectif. Ce qu'on rappelle, c'est Zubac le backup, et c'est notre ami Javal Magui, qui est bon, mais bon, qui a quand même quand même un peu de pas bordel. les fadeaways C'est un de peu Javal compliqué. McGee qui vont te faire vivre en playoff et, Et voilà, faire gagner des matchs Et définitivement. le problème pour moi, il est de Luke Walton, parce que Luke Walton doit avoir une emprise sur cette équipe. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait un peu copain-copain. Et il met pas de choses en place assez fortes en attaque pour que cette équipe marche. C'est très brouillon. Ils font que des 1 contre 1. Des fois, c'est Ingram, des fois, c'est Josh Hart, des fois, c'est Lonzo Ball est bon. Lonzo Ball est bon des 2 côtés du terrain. Des fois, c'est LeBron, des fois, c'est Stephenson. Donc, en fait, tu n'as pas de lien entre chaque joueur. Et donc, quand les défenses se resserrent sur les fins de match, eh bien, ils sont en galère. Donc, il faut un peu de temps, évidemment. Il n'y a rien d'alarmant. Ça reste que 2 matchs. Mais j'aimerais voir une vraie évolution dans le jeu des 2 côtés du terrain, côté Lakers. Mais moi, je trouve que sur les Lakers, pour l'instant, ils sont à celui qui ils veulent marquer le plus de paniers que leur adversaire et pas en encaisser moins que leur adversaire. Alors, au final, ça revient au même si on joue sur les mots, mais dans la philosophie, c'est complètement différent. Et c'est vrai que dans la défense des Lakers, chez les Walton, pour l'instant, j'arrive pas à trouver de principe. Qu'est-ce qu'on fait sur pick and roll? J'ai l'impression que finalement, On se fait ouvrir. on se fait ouvrir en deux. J'ai l'impression qu'on se fait ouvrir en deux. On fait un petit peu ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a des orientations un peu franches, des choses assez simples? Moi, quand je regarde l'évolution de Denver, on en parlait tout à l'heure, quand je vois les Warriors, malgré leurs 3 titres sur les 4 dernières années, c'est des mecs qui défendent encore, qui ont des vrais principes. On est en ligne de fond. Il y a des rotations LED de LED qui sont faites. Pour l'instant, Luke Walton, on sait que c'est un chantier énorme pour lui. LeBron James sait que pour gagner des titres, il faut un peu des principes défensifs. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Et moi, je trouve ça assez inquiétant. Pat Lardon,
tout simplement. Dit Portland et Houston, ce sont deux très grosses attaques aussi, tu as entièrement raison. Quand tu joues contre Houston et que en 1 contre 1, tu te retrouves face à Chris Paul ou James Harden, tu es en grande galère. Il n'empêche que moi j'ai vu beaucoup d'équipes gagner contre Houston, même lors du premier match de la saison contre les Pelicans. C'était les Pelicans, je suis pas fou. On a vu quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui s'oppose, il y a un gars qui tente de défendre sur James Harden, et quand il le passe, parce que James Harden passe, eh bien il y a de l'aide et il y a une défense collective mise en place, ce qui n'est pas encore le cas côté Lakers. Et encore une fois, on parlait de Javal Magui. Ce qui est dingue, c'est que Javal Magui a un avantage certain sur son adversaire, surtout contre Houston. Si c'est pas Capella qui est sur lui, bah, c'est des beaucoup plus petits, donc tu lui files la balle. Sauf que, est-ce que c'est vraiment intelligent de jouer tous les match-up avantageux sur Javal Magui, c'est-à-dire des post-up, des fade-away, des trucs fous comme ça? C'est dingue quand même. Mais surtout qu'on sait qu'aujourd'hui en NBA, on cible beaucoup plus en attaque. Et Houston fait ça par la perfection, le match face à Houston. Ils prennent pick and roll, ils changent systématiquement, on tente rien. Et forcément, Harden se régale de ça. Quand il va, puis il va choisir le mec sur le pick and roll, son défenseur, ça va changer automatiquement. Et je trouve qu'il n'y a eu aucune adaptation de la part de Luke Walton, qui pour l'instant est un petit peu en roue libre. Il laisse un petit peu la main, la création un petit peu à tout le monde. Et moi, j'aimerais bien que LeBron James et Luke Walton créent une hiérarchie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que pour l'instant, chez ces Lakers, il n'y a aucune hiérarchie en attaque et en défense. Qui est le taulier de la défense? Qui est le taulier en attaque? À qui revient les premiers ballons? Bah, le Pour problème, l'instant, on n'a pas ça. il n'y a pas de hiérarchie, il y a le buzzer qui vient de retentir en une phrase. Il n'y a pas de hiérarchie parce que tous les joueurs sont au même niveau aussi. C'est-à-dire que le premier 5 avec Caldwell Pope, avec, je sais pas, avec Ingram et tout ça, il est presque aussi fort que le deuxième avec Kuzma, avec Josh Hart, avec Lonzo Ball et Rajon Rondo. Donc là, avec les suspensions de Rondo et de Ingram, eh bien, Josh Hart et Lonzo Ball vont rentrer dans le 5 majeur. Et peut-être qu'il y aura un simili de hiérarchie qui va s'imposer, puisqu'il y aura moins de joueurs derrière qui vont pousser. En fait, leur force d'avoir plein de joueurs du même niveau, pour l'instant, c'est un peu une faiblesse parce qu'on ne sait pas quel est le 5 le plus fort. Après, Voilà. quand je vois les grosses équipes de la conférence Ouest commencer leur saison, que ce soit le Jazz, les Warriors, Denver, Ici, OKC, bon, OKC, ils bah sont oui, mais pas bon, bien. c'est Mais je ça. trouve Il y en a d'autres que qui sont catins. Hein. S'ils ne veulent vraiment pas défendre comme ils le font sur les 2 premiers matchs, ils vont se mettre en grande difficulté pour même une place en play-off. Bon, ça fait que On n'y 2 est matchs. pas. Ah Non, mais c'est important de le dire. Ouais, bah on en parlera dans 2 Moi, semaines. je vois des équipes démarrer très fort et ça peut aller très vite. 3-0, 0-2, ça se rattrape en une semaine. Ou pas. Pas besoin Ou de, pas. pas d'alarmisme pour l'instant. On en parlera à Noël. Et d'ailleurs, dans la preview, on en parlait à Noël. Je t'avais dit qu'il y aurait peut-être des changements. Tu m'avais dit que c'est sûr que non. On verra quand on sera à Noël. On va tranquillement sur le 3e sujet, cher ami. Et cher ami, le 3e sujet, c'est un gars qui blague pas, frère. Un triple-double extraordinaire, un triple-double comme on a rarement vu dans l'histoire de la NBA, c'est Nikola Jokic qui donc, avec ce triple-double parfait, j'ai envie de te dire, Erwan, nous a régalé. Non? Ah oui, non, mais franchement, son début de saison, il est fantastique. Et puis là, il a touché vraiment les étoiles. 11 sur 11 au tir, il me semble. 35 points. Il a juste raté un ou deux lancers francs. Il me Un semble. lancer franc. Un lancer franc. Et puis l'impact sur le match. Tout passe par lui. Tout passe par lui. Et puis, il ne force rien, quoi. C'est ça, quand on voit ces stats-là, on pourrait dire qu'il est un petit peu fort. Et en fait, il y a beaucoup de mouvements autour de lui. Du coup, il s'éclate vraiment, Nikola Jokic, que ce soit sur des passes à terre, que ce soit sur des skip passes de renversement, sur des tirs au large, sur du post-up. Il joue énormément en post-up où il y a beaucoup de mouvements autour de lui avec des Gary Harris et des Jamal Murray qui s'éclatent. Et non, franchement, moi, c'est pour l'instant, moi, il a des stats, on le disait en préparant l'émission, de MVP, quoi. Il a les stats de MVP. Juste pour revenir sur ce match, donc c'était une victoire face aux Suns, 119-91. Ils ont battu les Warriors hier soir. 35 points, 12 rebonds, 11 passes, 4 steals, 1 bloc, 11 sur 11 au tir, dont 3 sur 3 à 3 points et 10 sur 11 au lancer franc. Faute de goût. Faute de goût, c'est seulement le 2e joueur de l'histoire à faire un triple-double au tir parfait, à 100% au tir, avec 10 tirs tentés minimum. Le premier, c'était un certain Will Chamberlain. Il l'a fait 2 fois en 66 et en 67. C'est juste pour montrer à quel point le match de Jokic a été extraordinaire. Pour revenir sur le début de saison globalement, ils nous surprennent défensivement. Lui, il me surprend dans son attitude de leader. Et on en a parlé dans la preview. On avait envie de le voir en tant que leader dans le jeu, mais aussi sur les fins de match. Et j'ai l'impression qu'il est sûr de sa force. Alors, il sera jamais musculeux. Il sera jamais très véloce. Il ira Mais jamais mon à la gars, muscu. il ira jamais à la muscu, mais il est d'une technique incroyable. Et tu vois que ses grosses fesses, comment il pousse, il pousse, et après il va pas mettre des gros dunks. Il finit comme ça. Et DeAndre Ayton et Tyson Chandler ont graillé grave. Techniquement, il est au-dessus du lot, clairement. bien sûr. Il a une classe d'écart, voire deux, avec la moitié des défenseurs qui sont sur lui. Et ça lui permet de faire ce qu'il veut sur le terrain. Que ce soit un hook, que ce soit un tir à mi-distance, un tir à 3 points. Puis son jeu de passe est aussi un jeu d'exception. Il a un bon sens du rebond. Alors c'est vrai qu'il décolle, il décolle pas au-dessus d'une carte bleue. C'est sûr. D'une carte bleue, mais bon, ça l'empêche pas de. Honnêtement, Nikola Jokic, c'est le basketteur. C'est le basketteur. Et quand je vois le match face aux Warriors hier soir, il est respecté. Quand je vois Kevin Durant qui vient lui parler, les échanges qu'il a avec les méga stars de la ligue, aujourd'hui, Nikola Jokic est respecté. On rappelle, il a eu un gros contrat cet été. On lui a filé le max. On lui a dit voilà, chef, c'est ton équipe.
Et honnêtement, est-ce que c'est pas finalement le meilleur choix qu'ils aient fait Denver? On se souvient que l'année dernière, il avait du mal à rentrer dans sa saison et ça avait certainement coûté la place en playoff aux Nuggets. Absolument, on est plutôt conquis sur les premiers matchs. Vraiment, le match face aux Warriors hier soir te fait dire que ils sont chauds. Ouais, Il se passe un truc. Parce que défensivement, il y a une progression. Ils étaient 27e défense l'année dernière au rating. La progression était évidente. Et sur ces 3 premiers matchs, sur cette première semaine, ce premier week-end de NBA, tu m'en parlais juste avant, tu as vraiment kiffé ce qu'ils ont proposé. Non, mais dans les attitudes, quand je vois les petits, là, les extérieurs, Gary Harris, tout ça, remonter dans les écrans, passer avec les mecs dans les écrans, être dans les cannes à 1 mètre derrière la ligne, dans les attitudes, il se passe quelque chose. Et je trouve cette équipe de Denver beaucoup plus en rythme. L'année dernière, même s'ils finissent plutôt bien et ils finissent très court pour les playoffs, c'était quand même beaucoup d'attaques. Tout était fait par l'attaque. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils se mettent en rythme défensivement et on sait qu'après, ils ont le talent offensivement. Honnêtement, Tom, on a fait des previews. Est-ce que et on a vu, et dans les previews, de mémoire, on disait que cette équipe allait être courte pour les playoffs. Encore une fois. Alors, ça fait que 3 matchs. Bon, ça fait que 3 matchs. Mais oui, on parle de playoff. Non, mais on vient de parler de principe défensif. On vient de parler de principe défensif. Cette équipe en attaque, elle a des certitudes. Défensivement, ce qui se passe, c'est pas juste un début de saison. Moi, j'ai vu des équipes, et je parle par exemple de l'année dernière de nos amis à Orlando qui sont premiers de la conférence Est au bout de 10 jours. Au bout de 10 jours, on va comparer Orlando, l'effectif du Magic de la saison dernière à celui de Denver cette année. Je te parle d'une situation comparée à une autre. Moi, j'ai vu 3 matchs, j'ai vu plusieurs choses intéressantes. Ils ont encaissé 98 points le premier match, 91 sur le deuxième, 99 face aux Warriors, 98 face aux Warriors. Je dis bravo, je vois une évolution sur quelques matchs. Maintenant, la saison est tellement longue. Ils viennent de perdre Will Barton qui est blessé pendant quelques semaines. Voilà, c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer. On l'a dit dans les previews, ils sont doublés, voire triplés sur tous les postes. Ouais. Ils n'ont pas encaissé une fois 100 points sur les 3 premiers matchs. Et surtout, ils ont battu les champions en titre sur un match défensivement. Alors, clairement. En attaque, il s'est passé plein de choses intéressantes, mais ils ont battu les Warriors défensivement. Bravo. Bravo sur une première semaine. C'est là qu'il peut y avoir des surprises aussi. Sur des premières semaines, mais tu me vantais le match exceptionnel entre le Jazz et les Warriors. Ça, c'était aussi le Denver, match. Le Nuggets Warriors, c'était aussi un gros match. Alors, pareil, vous allez dire, ça fait que 3 matchs, mais c'est rare de voir des matchs avec autant d'intensité en début de saison. Et pour moi, les Nuggets, je le disais ce matin dans un tweet, sont l'équipe la plus cohérente de ce début de saison des 2 côtés du terrain. C'est pas pour rien qu'ils sont invaincus. Très bien. En tout cas, dans les commentaires, ils sont plutôt d'accord. Est-ce que pour toi, c'est pas l'équipe la plus cohérente de ce début de saison? Sur 3 matchs. Le problème, c'est que on fait une émission, il s'est passé 3 matchs. Échantillon de matchs beaucoup trop court. J'attends vraiment. Je pense que là, aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a de la NBA, on a vu des équipes partir très fort et se casser la gueule. Ouais. Ils ont fait 3 très bons matchs, vraiment. Victor aux Clippers, branlé terrible face aux Suns. Alors certes, ils sont au-dessus, mais ils leur ont fait comprendre. Et ils s'offrent le champion en titre. Ma foi, je trouve que... Bien, bravo. Mais je te dis bravo. Encore une fois, Will Barton, il a failli. Il est sorti. Oh, les buzzers. Will Barton. Chaque fois. Ouais, mais ça me stresse. Will Barton, on pensait qu'il allait peut-être faire les croisés. Finalement, c'est quelques semaines pour lui. Donc, ils sont bien contents. Après, c'est vrai que pour revenir sur un dernier truc, l'image de ce début de saison pour les Nuggets, c'est ce contre d'Hernan Gomez après une petite passe D de Curry pour Damian Jones qui va au lay-up et qui se prend un gros compte du coup par l'Espagnol. Il faut arracher le cercle. Ouais, il faut arracher le cercle, clairement. Et tu gagnes là-dessus. Et du coup, c'est une belle image pour aller dans ton sens. C'est ce que je veux dire. Mais alors, oui, ça, c'est l'image d'un contre. Mais c'est une belle image défensive. Contre les Warriors, c'est important. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Juste, le Jazz a fait bégayer les Warriors. Denver a battu les Warriors. Denver, qui est plus fort pour toi sur ce début de saison, Denver ou le Jazz? On demandait dans les. Pour moi, c'est exactement le même. Ils sont au même niveau, toutes les deux bonnes équipes. Voilà. En tout cas, j'ai presque envie de mettre une petite pièce pour dire que les Nuggets seront bien plus haut que ce qu'on a dit dans les previews. Donc en playoff. Donc en playoff et Paris craque. Eh bien très bien. Les amis, on va aller sur le 4e thème. Vous nous dites dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord. Ça se passe sur YouTube, ça se passe sur le stream.fr. On lit évidemment. Oh non, j'ai jamais mis Orlando en champion l'année dernière. Et on a mis champion l'année dernière avec Evan Fournier, MVP. Il joue contre les Kings Denver pour le prochain match. Il devrait être à 4-0, même si les Kings sont surprenants. Demande à Russell. Surprenants. Eh oui, tout à fait. On va sur le quatrième petit topic de ce first talk. Ça va être les Toronto Raptors qui eux aussi démarrent très fort leur saison. Ils sont premiers de la conférence Est après 3 victoires face à Cleveland, face à Boston et face à Washington. Alors le dernier match contre Washington qui était très serré lui aussi, il n'y avait pas que Kawhi Leonard, donc on va surtout revenir sur le match contre Boston. Une victoire 113-101 avec un Kawhi Leonard à 31 points et 10 rebonds mon pote. Alors 10 sur 25 au tir. Donc on a senti un match
maîtrisé, j'ai envie de te dire, de bout en bout. Et on a senti directement, dès le deuxième match de la saison, que cette équipe était peut-être plus forte vraiment qu'avec avec DeRozan. Là, vraiment, moi, je le ressens comme ça pour le coup. Alors, j'ai beaucoup de respect pour DeMar DeRozan, mais c'est clair qu'en quelques matchs, on a senti que cette équipe avait step up d'entrée. On a trouvé un Kyle Lowry. Alors, Kyle Lowry, on sait très bien, on va le dire toute l'année, on sait où on va l'attendre, ça sera mi-avril. Il a été très bon sur la fin de Ouais, match, Kyle il a Lowry, été hein. très bon sur la fin de match, il était excellent, sans Kawhi Leonard aussi, contre Washington et John Wall et Bradley Beal. Mais j'ai tout de suite senti que cette équipe, je sais pas, il y avait une impression visuelle de se dire, hop, on a step up. Défensivement, incroyable. Défensivement, c'est très bien. Nick Nurse, ce qu'il fait là, d'alterner entre Ibaka et Siakam pour starter aussi. Regarde, sur les 3 premiers matchs, ils ont enchaîné avec trois duos d'intérieur différents. Le premier, c'était donc Valanciunas et Siakam. Le deuxième, c'était Ibaka et Siakam. Et le troisième, c'était sans intérieur. Ils ont mis que Valanciunas, je crois. Ouais, ils mettent Kawhi en 4. Non, Kawhi ne joue pas son troisième match. Ah oui, il joue avec Norman Powell en 4. Ouais, c'est ça. Donc, pareil, c'est bien Nick Nurse, là, ce qu'il fait. C'était l'assistant de. Comment il s'appelle De Dwayne Casey. De Dwayne Casey. C'était un peu curieux de dire pourquoi prendre son assistant et virer le meilleur coach de l'année. Ben, finalement, il tente des choses. Tout de suite, on a vu, notamment à l'intérieur, parce qu'on sait que la force de cette équipe, elle va être, notamment sur le scoring et la création, elle va être sur les extérieurs. Et là, d'alterner Siakam, Ibaka selon l'adversaire, Valanciunas, Siakam, les deux en même temps. J'aime beaucoup d'ailleurs quand les deux sont associés. Hein. Oui, clairement. Et il y a un truc, moi, que j'adore en fait dans cette équipe-là, c'est aussi l'apport de Danny Green. C'est-à-dire que tu perds DeMar DeRozan et Jacob Poeltl, dites-nous dans les commentaires, on ne sait jamais comment on le dit. Et tu gagnes, en fait, Danny Green, qui est un joueur hyper solide, qui est un joueur d'expérience. Et sur la fin du match contre Boston, il met 2 énormes tirs à 3 points qui font aussi basculer ce match-là, qui était vraiment la première joute des grands de l'Est. Et voilà, donc du coup, tu as un Draymond Green qui vient replacer numériquement sur le poste Danny. J'ai quoi, Draymond? Danny Green, évidemment. Danny Green qui vient remplacer numériquement et Kawhi Leonard qui est un joueur complètement différent, qui sur le post-up est inarrêtable, qui sur le jeu à mi-distance est incroyable et défensivement, il a toujours cet impact et on a adoré le voir face à Tatum, on a adoré le voir face à Jaylen Brown. Ça peut être vraiment une finale de conf incroyable. T'as un peu l'impression que face à Jaylen Brown, sur des séquences, il en a fait son enfant. Bah si. Voilà. Ah si. Et alors on sait que Lowry DeRozan ça marchait très fort, mais là j'aime bien le côté jeu sans ballon chaque fois de Kyle Leonard et Kyle Lowry qui va le chercher souvent dans les petits espaces. Ouais. On les a vus 2-3 fois finir tous les deux se trouver et Kyle Leonard finir au cercle. Honnêtement cette équipe, moi elle me séduit déjà. Alors vous allez dire, c'est quel début de match mais bon, en même temps, on fait une émission, ça fait 3 matchs qu'il y a eu, donc on va pas. Oui, mais après, t'es pas obligé de dire qu'elle te séduit déjà. Tu peux dire que tu as aimé les 3 premiers matchs et que tu as envie de voir la suite. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans le coaching de Nick Nurse. Kawhi à l'Est, quand même, ça va être un vrai chantier. À voir, en tout cas, ils l'ont mis au repos sur le 3e match. Il y a un truc que j'aime beaucoup de la part de Nick Nurse, c'est sa manière de jouer à 10. Il joue tout le temps à 10. On savait que l'année dernière, ils avaient c'est l'anti-Thibodeau. C'est l'anti-Thibodeau. On savait que l'année dernière, c'était le meilleur banc de la NBA, les Van Vliet, les machins, les trucs. Mais là, ça l'est a priori toujours. Mais j'aime vraiment le fait qu'en NBA aujourd'hui, évidemment, tu as des superstars, évidemment, tu as ton meilleur 5 que tu mets à la fin du match. Mais comme les Warriors, eh bien, faut jouer à 8, à 9, voire à 10, avec plein de solutions différentes, avec plein de mecs qui vont t'amener du jus et qui vont amener de la relance face au deuxième 5 adverse. J'ai les minutes. Donc Kawhi Leonard, c'est 36,5 minutes. Kyle Lowry, c'est 35 minutes. Ah non, c'est en tout. Non, en tout. Serge Ibaka, c'est 29. Fred VanVleet, c'est 26. Danny Green, c'est 32. Pascal Siakam, c'est 21. Valanciunas, c'est 18. Anunoby, c'est 22. CJ Miles, c'est 12. Norman Powell, c'est 15. Ensuite, on redescend avec Lorenzo Brown à 5. Donc, tu as raison. C'est son premier match contre le troisième. Il joue vraiment à 10, notre Même ami. quand Kawhi n'est pas là, il va faire jouer Lorenzo Brown, tu vois, par exemple. Non, mais c'est vraiment... En tout cas, pareil, tu vois, on verra par la suite. Mais en tout cas, c'est une équipe... Moi, ça m'a choqué de dire... J'ai eu l'impression de voir une équipe, finalement, qui a franchi un cap juste avec l'arrivée d'un joueur supérieur. Et ça me fait presque un peu de peine pour DeMar DeRozan. Oh bah, lui, il s'éclate du côté des Spurs. Oui. On va pas être triste pour lui. L'avantage, c'est que le prochain match, c'est le 23-10. On est combien le 22, donc c'est demain soir face aux Hornets. Donc ce sera l'occasion, a priori, de prendre un 4e match. Un petit mot sur Danny Green. Moi, je le trouvais en perte de vitesse chez les Spurs, c'était moins les 2 dernières saisons. J'ai l'impression que ce nouveau challenge, ça lui convient parfaitement. Oui, je viens de le dire exactement 4 minutes. Je pense que Danny Green leur fait énormément du bien d'un point de vue numérique. J'étais sceptique, mais... Bah là, pour l'instant, de toute manière, il est bien défensivement. Il met des tirs. S'il met des tirs et s'il défend bien, c'est une plus-value extraordinaire aux côtés de Kawhi Leonard. Parfait. Ça te va, Erwan? Très bien. On arrive presque à la fin du buzzer. On va même pas aller jusqu'au bout. Ça te va, Polo? Ça te va, mon cher Polo? A priori, ça va. C'est là on n'est pas d'accord. Voilà, très bien. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de Toronto. Est-ce qu'ils vous ont vraiment impressionné face à Boston pour ce premier choc de la conférence Est? On va sur le 5e sujet. Et là, c'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est un gars qu'on adore, hein, clairement. C'est évidemment le géant Boban Marjanovic
2,21 m, 130 kg, une bouille incroyable, mais aussi une technique et surtout un impact incroyable lorsqu'il joue. Il a joué 3 matchs sur ce début de saison. Alors, je sais pas pour lui si tu as mis ses stats. Regarde, alors, ses 2 premiers matchs, très bien. Face à Denver, il est à 18 points, 8 rebonds en 18 minutes. Incroyable. Défaite. Défaite face à Denver et une victoire de 16 points contre OKC, 13,5 rebonds. Il a joué hier beaucoup moins. Il a joué 5 minutes, il a marqué 4 points et pris un rebond. Incroyable impact de Marjanovic. La question que je te pose, Erwan, c'est pourquoi les Clippers ne choisissent-ils pas de le faire jouer un peu plus? Parce que c'est un joueur spécial, un joueur différent. C'est quand même un joueur qui fait 2 mètres, plus de 2,20 m. 2,21 m. 2,21 m. Et au bout d'un moment, alors certes, en attaque, quand on le voit sur les highlights, notamment prendre dunker sans sauter, prendre du rebond offensif, c'est impressionnant, mais en même temps, on sait que on ne peut pas lui filer 30 minutes parce que le basket moderne, en plus, a un rythme que Boban Marjanovic ne peut pas suivre sur 25 minutes de temps de jeu. Je prends l'exemple face à Denver, où ça a été les premières highlights de la saison. On l'a vu prendre des rebonds offensifs, C'était incroyable. démonter toute l'équipe. Le problème, c'est que Doc Rivers, il n'est pas fou. Chaque fois que Marjanovic s'est retrouvé en bugne-à-bugne en face, il n'y avait pas Nikola Jokic en face. C'était Miles Plumlee. Donc, tu vois, Mason Plumlee. Je sais C'est jamais. un des frères Plumlee, en tout cas. Dis C'était- Plumlee, hein. Voilà, c'était Plumlee en face. Parce que, par exemple, sur des défenseurs type Jokic, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Ils vont l'amener au large. Ou alors, les meneurs de jeu vont faire des pick and roll avec le défenseur de Marjanovic. Et là, il va être en galère terrible parce qu'il ne peut pas suivre ces rythmes-là, les défendre sur des petits. Ils vont le faire sortir. Et s'il ne sort pas, boum, ils vont mettre derrière à 3 points. Donc, Marjanovic, je trouve qu'il est plutôt bien utilisé. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois depuis qu'il est en NBA qu'il est aussi bien utilisé parce qu'on sait que Popovic Gundy. utilisait très peu Oui. et qu'après Stan Van Gundy, je t'en parle même pas. Là, il a trouvé un rôle et je trouve qu'autour de 15-20 minutes, c'est ce qu'il lui faut et surtout pas plus parce qu'après dans le rythme, il sera beaucoup moins efficace. En tout cas, aujourd'hui, je regarde les stats sur les 3 premiers matchs. Il y a une stat qui est extraordinaire, c'est son rendement sur 36 minutes. Alors, faut pas forcément se fier aux 36 minutes parce que ça veut dire quand même que tu doubles, tu triples ton temps de jeu et donc tes stats. Mais juste pour le petit kiff, sur ces 3 premiers matchs, il est à 32 points de moyenne, 12,9 rebonds. Il a un pourcentage très très haut, hein, toujours à 70% de réussite, ce qui est 75% de réussite. Donc imagine si ce gars-là jouait 36 minutes, il serait le nouveau Chamberlain. Mais c'est ce qu'on dit. Je pense qu'il n'a pas le coffre pour jouer 35 minutes. Et par exemple, on l'a vu hier, Capella se régale parce que justement c'est un rythme. Marjanovic joue 5 minutes parce qu'en face, le rythme imprégné Donc il préfère le mettre par Montrezl Harrell. bien sûr, et on dit c'était un super backup. C'est même pas le backup, c'est la 3e option des pivots. C'est Gortat, Montrezl Harrell et ensuite Gortat, Marjanovic. très peu. Et après il s'adapte. Et après il s'adapte un peu. Mais il start non il start notre ami Gortat, oui. Gortat. Ouais. Oui, Gortat start, mais il joue très peu. Il y a un truc qui était intéressant aussi, c'était cette déclaration de notre ami Gortat, justement, qui disait moi, pendant la pré-saison et pendant le training camp, j'ai appris à jouer contre ce gars-là, et en fait, il est inarrêtable. On se fout un peu de sa gueule parce qu'on le trouve un peu marrant, entre guillemets, parce qu'il est très grand et qu'il a une tête pas croyable de méchant dans James Bond. Mais ce gars-là a des mains magnifiques, il se place très intelligemment. En revanche, énorme bémol, il a tenté, il a fait 0 contre depuis le début de la saison. Donc un mec de 2,21 m qui fait absolument aucun contre, c'est quand même un truc un peu chelou. Mais c'est pas le plus grand des défenseurs. Et après, je pense qu'il y a de la dissuasion quand même. Oui, dissuasion évidemment, mais 0 contre pour le Il n'est coup. pas entré dans les stats, mais c'est pas sa qualité première. C'est pas un contreur, Marjanovic. Il est long. C'est d'abord un attaquant en Euroleague. Il faisait des chantiers. Mais en tout cas, quand tu as un mec comme ça sur le terrain, le jeu, tu es obligé de jouer en fonction de lui. Si tu peux pas l'utiliser comme tu pourrais utiliser par exemple un Deadmon. Je prends des pivots un peu comme ça, qui sont capables de courir, de rien demander, ou comme un Biombo. Si tu as Marjanovic sur le terrain, tu es forcément obligé de faire avec Parce lui. qu'il prend la passe, Voilà, il prend la place, il a de l'impact. de lui filer des gonfles, mais du coup de réduire. Et je suis pas sûr que finalement les Tobias Harris, les Avery Bradley, tout ça, jouer 35 minutes avec Marjanovic sur le terrain, ça soit le rythme qu'ils aient envie. Par contre, tu peux vraiment casser et avoir une réelle option de dire tiens, sur cette fin de quart-temps, boum, j'en ai 3 minutes Marjanovic. Bah, du coup, contre Denver, en regardant le match, ils étaient un peu en galère, les Clippers. Et quand Marjanovic, justement, son fameux match à 18 points, 8 rebonds, un des dunks sans sauter en cassant le panier, là, il a eu un impact monstre. Mais vraiment monstrueux. Alors oui, c'était Plumlee en comme ça, face. en fait. Ah, mais moi, je te dis que le moment où il a joué, il rentre sur le terrain, ils sont à moins 10. Alors, ils rentrent sur le terrain. Ils rentrent sur, ils sont à moins 10, ils montent à plus 14 ou plus 16 et ils reviennent après. Oui, mais non, mais sauf qu'il est plus sur le terrain. Regarde, ils sont à moins 10, ils repassent devant, je pense qu'ils sont à plus 6, plus 7, et là, du coup, ça s'adapte un peu en face. Mais il a plus 18 de plus-minus, justement, il a un impact de monstre, sachant qu'il touche à tous les ballons, c'est à lui, il est en finition sur toutes les actions, donc moi, je dis que peut-être que ça se tente, alors je te rejoins, c'est un peu comme Dwight Howard, ce qu'on disait pour les Hornets et tout ça, c'est quand tu as un mec comme ça dans l'équipe, tu es obligé de jouer autour de lui et pour lui.
Alors, Tellement il a de l'impact. Exactement. Mais après, lui, il n'est pas dans l'ego. Non, non, C'est non, juste bien qu'au sûr, bout d'un bien sûr, moment, bien sûr. si ce mec-là, Parle du profil. tu lui fournis pas un peu des gonfles et que tu joues trop vite, il n'aura pas le temps de faire les allers-retours et du coup, ça sert plus à rien de le mettre sur le terrain. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, Doc Rivers arrive à l'utiliser à bon escient. Et là, par exemple, il arrive à s'adapter face aux Rockets qui galopent avec un Clint Capella qui traverse le terrain en 8 secondes, même pas. Eh ben forcément, Marjanovic, il est resté assis 5 minutes. Bon, en attendant, Il est que resté l'équipe- assis 40 et quelques 43 minutes. 43 minutes. En attendant, les Clippers ont gagné hier contre les Rockets sans Chris Paul puisqu'il avait été suspendu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre grand Boban Marjanovic. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. On en lit depuis tout à l'heure, on en lit quelques-uns. Les gars, vous n'allez pas partir en duel contre lui alors qu'il fait 2,21 m et 3 mètres avec les bras levés. C'est par rapport au contre. C'est vrai que quand il y a un grand arbre comme ça dans la raquette, c'est difficile d'aller tenter des tirs drop ou des lay-ups. Il y a une très bonne comparaison, c'est Murzan, donc le Roumain qui était passé Qui était par, encore plus grand, hein. Ouais, que 2,30 m. Ouais. Ouais, 2,30 m et il y avait aussi Manu de Bol, 2,30 m aussi. Ouais, et, 32 mais d'ailleurs, ça, je aujourd'hui, tu vois, à part Yao qui était une exception, mais qui confirme la règle, ces mecs-là aujourd'hui ne pourraient quasiment pas jouer à NBA, ça va trop vite. Ou Sean Bradley. Marjanovic est quand même bien plus véloce qu'un Murzan et qu'un Manu de Bol, mais ça reste un mec de plus de 2,20 m. Et aujourd'hui, le basket c'est un basket d'arrière, de petit, ça va vite, ça shoot loin. Et si ce mec-là voit pas la balle sur le terrain, il a aucun intérêt à ce qu'il y soit. Non, clairement. Et on rappelle, il fait sur- 2,21 m, il a 8 cm d'écart avec Yao, par exemple. C'est ouf. Et surtout, je pense qu'il est scouté quand il est sur le terrain. On sait qu'il faut courir dans son dos, qu'il faut l'obliger à faire des efforts parce qu'après, c'est compliqué. Voilà. Absolument. Voilà, on a fait le tour de nos 5 petits sujets. Alors, si tu es sur YouTube, eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Je t'invite à mettre un petit like et à donner ton avis dans les commentaires. Nous, on va pouvoir tranquillement s'arrêter sur ce truc-là et rester en live pour parler des top bagarres, pour parler de nos top et flops de la semaine. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve à midi si tu n'as pas pu être là. Et puis voilà, tranquillement. On voulait faire un bisou à nos amis de Sport West Travel qui sont sur le premier voyage à San Francisco. Ils vont voir les Warriors. Ils sont allés voir de la NFL hier en toute tranquillité. Hein. C'est ça, Spurs Travel. C'est ça, Sport West Travel, c'est des bons moments passés entre potes. Et un dernier truc, la semaine prochaine, lundi, on sera à PGW, on va animer un énorme match entre l'équipe pro de l'AS Monaco, sur Touquet évidemment, contre une belle ribambelle de stars. Avec Wax. Dont Wax, Brocky, entre autres. Voilà. La PAF aussi, ouais, on embrasse tous les gars qui font kiffer et qui font vivre NBA Touquet. Voici les amis, merci, on vous souhaite une très bonne soirée, puisqu'on est lundi soir à 18 h. Et puis on se retrouve dans 5 minutes dans 25 secondes en fait, pour la suite de ce live. Merci Erwan.